Bonsoir à tous, vous êtes sur Gabon 24, voici la grande édition du soir et d'abord les titres du journal. Fin du salon Made in Gabon à Libreville, cette foire commerciale sur les produits locaux s'est tenue du 9 au 11 décembre dans le hall de Gabon Télévision. Dans ce journal, focus sur Dominique Ballet qui développe des produits qui marchent à l'énergie solaire. En Afrique, plusieurs attentats sur le continent. L'Égypte, la Somalie, le Kenya et le Nigeria ont été secoués ce dimanche par des bombes meurtrières. Dans ce journal, les réactions d'indignation et de compassion à travers le monde, dont celle du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Sport, dernière ligne droite pour les préparatifs de la CAN 2017. Le ministre en charge des sports, Nicolas Sélé, boucle la première phase d'inspection des stades et rentre visiblement satisfait du niveau d'avancement des infrastructures sportives visitées. Voilà pour le sommaire. Mais avant de développer tous ces titres, d'abord, vous le savez, nous sommes dimanche 11 décembre 2016, un jour de Dieu pour les chrétiens tout à fait particulier puisqu'il nous rappelle la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du chant choral, une initiative d'Alberto Grao, membre de la vice-présidence latino-américaine de la Fédération internationale pour la musique chorale. Cette journée existe depuis 1990 et oui, elle a pour vocation de montrer l'importance du chant choral qui brise les barrières artificielles créées par les différences religieuses radicales ou idéologiques. Voyons l'application que les croyants peuvent en faire dans leur vie de tous les jours, cela en moins de 2 semaines de la fête de la Nativité. C'est un reportage de Kenny Ngouri. Selon certains écrits, la louange est la sœur jumelle de l'adoration. Elle est avant tout une expression orale importante dans la vie du chrétien. À l'approche de la célébration de la fête de la Nativité, de nombreuses chorales sont à pied d'œuvre pour accomplir cet événement, mais surtout pour magnifier la grandeur de Dieu en chanson. Le chant unit l'âme au divin, au sacré, à la divinité. C'est par le chant que l'homme s'élève, que l'âme s'élève, que l'homme s'héroïse en soi, son être intérieur en harmonie avec le divin. La louange plus facilement rapproche également l'homme de son Seigneur par son caractère qui renvoie au remerciement face aux bienfaits de l'Éternel. On se sent plus proche de Dieu par le chant, par la louange, l'adoration, parce que le cœur se projette dans la spiritualité. Le cœur, le chant amène l'homme par son cœur et son esprit vers la sainteté, vers la divinité et crée en lui ce que nous pouvons appeler l'harmonie. Louer l'Éternel, c'est le bénir, reconnaître ce qu'il a réalisé comme œuvre, dire qu'il est le créateur du ciel et de la terre, et que ces choses-là sont des merveilles. C'est pousser des cris de joie, s'exalter, s'enthousiasmer devant ses œuvres avec des chants à sa gloire. C'est en cela que la louange a toute sa place dans le fonctionnement de l'Église et dans la vie du chrétien. Et voilà qui est dit, la religion et la culture peuvent faire bon ménage. Juste en quelques mots pour parler des œuvres de l'esprit et ce premier festival gabonais et international de la bande dessinée qui a été organisé ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, située dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Plus de détails avec Linda Gaël Magaga et Nina Masunga Manganga. Sous le thème bande dessinée 9e art comme outil de développement, le premier festival gabonais de la bande dessinée a été organisé par le Renégat, réseau apolitique des organisations non étatiques gabonais. Le présent festival est une initiative des jeunes, acteurs et promoteurs de la culture et des arts au Gabon. Le festival de la bande dessinée a pour objectif de promouvoir la bande dessinée par la tenue d'un tel festival qui est une rencontre primordiale des artistes du 9e art permettant de favoriser et d'évoquer en général les aspects évoluatifs de cet art qui se veut un médium par entière. Dimanche, à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, située dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, les visiteurs ont pu apprécier la portée des messages véhiculés par des dessins et des caricatures. Il est vrai que la bande dessinée est un art qui aujourd'hui se développe beaucoup et qui nous intéresse nous en tant que prêtres parce qu'elle est un bon vecteur justement d'apostolat. À partir du moment où les gens ont souvent du mal à écouter, à entendre une parole, un texte, le fait d'avoir un support visuel, d'avoir une image qui parle, car c'est vraiment le but justement de la bande dessinée, c'est d'avoir une image qui parle, une image qui accroche, et qui fasse passer un bon message. D'une certaine manière, si on voulait résumer la place de la bande dessinée ou la pédagogie de cet art, on pourrait dire que la bande dessinée est tout simplement un sourire. Vous le voyez,
un sourire qui fait passer le message, le texte que l'auteur veut lui associer. Les auteurs gabonais de bande dessinée désirent valoriser cet art et notifier son apport dans le développement des actions humaines. Le Gabon sur la voie d'un nouveau modèle d'administration territoriale, le projet soutenu par la Banque centrale à hauteur de 21,3 milliards de francs CFA doit permettre aux autorités du pays d'améliorer l'urbanisation de notre ville capitale. Les explications de Gladys Magaga. Depuis 1970, l'agglomération de Libreville, à l'instar des autres villes d'Afrique subsaharienne, connaît une occupation spatiale qui s'opère par des initiatives individuelles. Aujourd'hui, pour maîtriser cette dynamique, un nouveau modèle d'administration territoriale a été mis en place. 57 milliards de francs CFA ont été obtenus grâce à l'accord de prêt que le gouvernement a signé avec la Banque mondiale au profit des 9 capitales provinciales. Le projet de développement des infrastructures locales dans sa deuxième phase a réservé pour Libreville 34,5 millions de dollars, soit environ 21,3 milliards de francs CFA. Près de 60% de cette enveloppe sont prévus pour l'amélioration de l'accès aux infrastructures et services urbains dans les quartiers sous-intégrés et à renforcer les capacités de gestion de la capitale gabonaise. Les travaux démarreront à partir de mars et avril 2017. Nous espérons que ce projet tant attendu par les populations des 9 provinces du Gabon donnera une impulsion à la mise en œuvre de la décentralisation dans le pays, a indiqué Rose Christiane Osukaraponda, maire de Libreville. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu urbain. Il s'agit de favoriser l'amélioration de la fourniture en services de base, l'encouragement à la croissance du secteur du BTP, la réalisation des voiries et petits équipements de proximité, ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité. Un projet dont la mise en œuvre est très attendue par les populations, vous l'avez entendu dans ce reportage. La Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a organisé avec le gouvernement gabonais une réflexion sur la transformation du bois. Objectif, mettre au point les jalons d'une amélioration structurelle du bois au Gabon. Les détails dans ce reportage de Gladys Magaga. Actuellement considéré par le gouvernement gabonais comme un des axes majeurs de la diversification de l'économie nationale. L'objectif des autorités, créer de la valeur ajoutée et des emplois. Ouverte par le ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement, chargé de la protection des écosystèmes, Estelle Ondo, en présence du directeur du bureau sous-régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, de la Commission économique pour l'Afrique, Antonio Pedro. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions organisées en Afrique centrale par le bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique pour l'Afrique. L'enjeu est d'emmener le Gabon au niveau de la 3e transformation et faire en sorte que les mesures prises s'inscrivent dans le cadre de ce que la Commission économique pour l'Afrique appelle la politique industrielle transformatrice et dans le cadre de ce qu'elle appelle l'écologisation de l'industrialisation, c'est-à-dire l'économie verte qui ne se fait pas au détriment de l'environnement. L'établissement en projet devrait permettre de développer un marché du bois gabonais plus attractif et plus compétitif. On parlait dans ce journal du savoir-faire local gabonais, donc avec la tenue il y a quelques jours déjà de ce premier salon Made in Gabon. Le savoir-faire local de nos artisans a été reconnu par tous les visiteurs du hall de la maison Georges Rahuri. Le gouvernement, à travers le ministre d'État en charge de la communication et de la culture, promet un accompagnement au PME pour une offre publicitaire gratuite d'un mois sur les chaînes publiques. En attendant, focus ce soir sur Ballet Dominique, l'une des exposantes du salon, et vous allez comprendre pourquoi notre reporter Gaël Mapessi nous la présente. La dernière journée du premier salon des produits Made in Gabon a fermé ses rideaux non sans des grandes découvertes, comme celle qui nous a amenés sur le stand de Dominique qui commercialise des kits solaires à l'heure de la promotion de l'énergie renouvelable. Notre produit, nous sommes Gabay Light, on commercialise des kits portatifs solaires, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai accès à la lumière, l'éclairage et à la recharge de mon téléphone portable. Ce sont nos premiers kits, ils sont garantis 1 an. Ils vous permettent d'être autonomes sans avoir à penser, acheter des piles ou d'autres consommables qui peuvent revenir cher à la longue. Ils sont sécuritaires puisque c'est de la lumière froide, vos enfants ne risquent pas de se brûler, s'électrocuter ou quoi que ce soit. Donc on est en sécurité, on est éclairé et on a accès à son téléphone portable quoi qu'il arrive grâce au soleil. Dominique Ballet explique que ces produits permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Non seulement, c'est ma manière également à moi de montrer que voilà, on doit entamer notre transition énergétique. Il faut arrêter avec les énergies fossiles. Déjà parce qu'elles ne sont pas infinies et en plus parce qu'elles polluent. Là, vous êtes sur un produit qui est propre, qui est sain et qui est illimité.
Satisfaite de l'initiative du salon, elle voudrait qu'il devienne un rendez-vous cyclique. Allez, un peu de politique à présent. Et l'idée du dialogue national inclusif qui fait son chemin, la volonté du chef d'État gabonais d'échanger avec les forces vives du pays suscite l'adhésion de plusieurs partis ou groupements politiques. Il en est ainsi de l'Alliance démocratique et républicaine. Après Démocratie Nouvelle, le PDS, le Parti travailliste ou encore le RPG pour ne citer que cela. Le reportage est de Nelkem. Bienvenue. Le report des législatives annoncé par le gouvernement gabonais en juillet 2017 au plus tard fait débat. L'ADER, l'Alliance démocratique et républicaine, parti de la majorité présidentielle, se concerte sur cette question. Nous constations bien que le temps qui s'écoulait ne favorisait pas l'organisation de ce scrutin en décembre. Et que, en considération également de la situation post-électorale, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, et dans la perspective du dialogue politique, il était peut-être bon qu'une telle mesure soit prise. Par ailleurs, l'amorce de la construction du vivre ensemble des Gabonais par le dialogue national ouvert à tous, proposé par le président de la République, est selon le président de l'ADER une piste de solution. Chaque fois dans ce pays, les démocrates, et parmi lesquels je figure, les démocrates ont toujours fait que les Gabonais se parlent entre eux. Nous avons eu à cet effet la conférence nationale qui fut un grand moment de rencontre dans une période de très haute tension et nous avons pu au bout d'un mois sortir de là avec des engagements, des résolutions, lesquelles ont permis que ce pays se reconstruise et que nous jetions de côté les divisions, les confrontations, les affrontements. Représentée dans tout le pays par des élus départementaux et municipaux, l'Alliance démocratique et républicaine compte prendre activement part à toutes les consultations politiques du Gabon. Les nouvelles hors de nos frontières, d'abord le Sénégal. L'Assemblée consultative des parlementaires sur la Cour pénale internationale et l'État de droit viennent de se tenir à Dakar au Sénégal, alors que plusieurs pays africains ont récemment décidé de se retirer de la CPI, dont la Gambie voisine. Récit Linda Gaël Maganga. Une consultation générale des parlementaires s'est tenue samedi au Sénégal. À l'ordre du jour, la Cour pénale internationale et son rôle dans les États membres au regard de la volonté des pays ayant annoncé leur retrait. C'est absolument essentiel pour l'effectivité de la Cour, pour la légitimité de la Cour, que les États restent dans le système. S'ils veulent changer le système, c'est toujours mieux d'être dedans. Mais surtout, que beaucoup d'autres pays joignent le système. Parce que vraiment, la Cour pénale internationale, c'est une cour universelle et pour qu'elle soit effective, pour qu'elle puisse s'occuper de tous les crimes d'une façon égale partout dans le monde, c'est important que tous les États soient membres. La CPI est une juridiction internationale qui devrait enregistrer plus d'adhésions pour démontrer son efficacité. Or, les retraits notifiés à l'instance fragilisent l'institution et ouvrent une brèche à l'impunité dans le monde. Aussi, le discours controversé du président sortant de la Gambie, Yahya Jammeh, à l'issue de l'élection présidentielle, a été par ailleurs condamné par les parlementaires car elle menace la stabilité dans ce pays proche du Sénégal. Je pense que s'il y a des tentatives de putsch, il faut que les démocrates du monde se mobilisent pour le respect de la légalité et de la légitimité en Gambie. Nous appelons en tout cas une mobilisation de tous les démocrates du monde pour que le verdict des urnes soit respecté en Gambie. Il s'agit maintenant de la sécurité de tous les citoyens gambiens qui ont voté contre Yahya Jammeh et qui avaient commencé à manifester déjà leur joie. Donc aujourd'hui, c'est une situation d'urgence, de sécurité internationale qui se pose en Gambie. Les résultats de la consultation des parlementaires sont vivement attendus et le pays met en garde contre toute atteinte à la sécurité des ressortissants sénégalais vivant en Gambie. La campagne pour les élections législatives ivoiriennes du 18 décembre prochain démarre timidement à Abidjan. Ce système électoral a obligé le parti de Ouattara, le chef de l'État, le Rassemblement des Républicains RDR, à trouver un terrain d'entente avec les autres partis de la coalition HDP, notamment avec son principal allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ancien parti unique. Les détails avec Gladys Magaga. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui doit faire face à des frondeurs au sein de son propre camp, vise une forte majorité au Parlement, aux législatives du 18 décembre prochain, dont la campagne a débuté ce samedi.
La coalition présidentielle Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix aspire la majorité absolue à l'Assemblée, composée de 255 députés. Il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, il y ait l'opposition, la vraie opposition, et de côté le pouvoir, pour que l'Assemblée nationale puisse fonctionner correctement. Voilà. Et nous partons aux élections pour cela. La plupart des observateurs et même certains opposants reconnaissent les mérites économiques d'Alassane Ouattara, dont le bilan politique est plus mitigé, avec une réconciliation nationale encore à parfaire, une justice critiquée et une nouvelle constitution adoptée après un référendum boudé par l'opposition et qui n'a pas attiré les foules fin octobre. Il faut savoir pour qui on travaille et surtout pourquoi on travaille. Moi, je travaille pour une Côte d'Ivoire prospère. Je travaille pour une Côte d'Ivoire où tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, arrivera à se réaliser. À travers des lois justes, à travers des lois équitables, à travers des lois qui fédèrent. Le taux d'abstention sera regardé de près. Mais selon de nombreux observateurs, le nombre de votants devrait être à la hausse, car si les débats ne passionnent pas au niveau national, la bataille au plan local est parfois brûlante, avec pas moins de 1337 candidats en lice pour ce scrutin à tour unique. L'Afrique, c'est aussi des explosions et des accidents. D'abord, le Kenya. Plus de 30 personnes ont péri dans l'accident d'un camion-citerne qui a percuté d'autres véhicules, puis explosé samedi soir au bord de la ville kenyane de Naivasha, au nord-ouest de Nairobi, ont indiqué les autorités. Gaël Mapessi. Le bilan s'élève à 33 morts, mais les recherches se poursuivent, a indiqué l'unité nationale de gestion de catastrophes. L'accident s'est produit sur la route qui relie Nairobi à Nakuru et continue jusqu'à l'Ouganda. 33 personnes ont péri dans cet accident d'un camion-citerne qui a percuté d'autres véhicules, puis explosé ce samedi soir. D'après la police et les témoins, le camion qui avait des plaques d'immatriculation ougandaises roulait à vive allure lorsqu'il est arrivé à un ralentisseur. Le chauffeur a perdu le contrôle et s'est encastré dans d'autres véhicules. There's a truck that was coming from Nairobi on the way maybe to Uganda. Un camion venait de Nairobi, peut-être en route pour l'Ouganda. Et il transportait, on ne sait pas vraiment. Et quand il y a eu un ralentissement vers Kinungi, il a perdu le contrôle. Et des explosifs ont engendré une scène indescriptible. C'est vraiment atroce. And some explosive really caused scenes that you cannot really tell. It's very harrowing. Certains rescapés ont été soignés sur place par des civils et la Croix-Rouge. D'autres ont été transportés vers des hôpitaux. Les cadavres des victimes ont été déposés dans les sacs mortuaires puis chargés à l'arrière de pick-up. Cette route ultra fréquentée est connue pour être un point noir en matière de sécurité routière. En 2009, 122 personnes avaient été tuées dans l'explosion d'un camion d'essence, selon un communiqué de la présidence. Au moins 20 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une explosion à l'intérieur d'une église copte orthodoxe au Caire. Selon les autorités de ce pays, une vingtaine de personnes, des actes similaires ont été perpétrés en Somalie et au Nigeria avec tout ce que vous pouvez imaginer comme réaction d'indignation et de compassion. Toutes mes pensées vont à celles et ceux touchés par les actes lâches perpétrés ces dernières heures en Turquie, en Somalie et en Égypte, a dit Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, sur son compte Twitter. L'actualité se poursuit et nous allons tout de suite au Brésil. Les mesures d'austérité que le Brésil s'apprête à prendre dans le secteur social inquiètent les Nations Unies. La situation des plus pauvres risque de s'aggraver sensiblement sur les 20 prochaines années. Gaël Mapessi. Le gel des dépenses publiques, y compris en matière de santé et d'éducation pendant 20 ans, va nuire à toute une génération de Brésiliens les plus pauvres. La mise en garde vient de Philippe Alston, rapporteur spécial de l'ONU pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme qui s'inquiète des mesures d'austérité que le Brésil s'apprête à prendre dans le secteur social. L'amendement à la constitution brésilienne en cours de discussion prévoit que les dépenses publiques ne pourront progresser plus que l'inflation pendant 20 ans. Cela devrait entraîner rapidement non un gel, mais un recul des niveaux d'éducation, de santé, de protection sociale. Cette mesure radicale devrait aussi aggraver l'inégalité sociale dans un pays où elles sont déjà très marquées. Les Nations Unies soulignent en outre que cela pose un problème de démocratie, car le programme du nouveau président Michel Temer, arrivé au pouvoir après la destitution de Dilma Rousseff, n'a jamais été soumis à une quelconque élection. Le gouvernement, pour sa part, juge cette austérité indispensable pour faire face à la plus grave crise économique que le pays ait connue depuis 100 ans.
Les pays producteurs de pétrole ont annoncé à Vienne un nouvel accord de réduction de la production associant au pacte de limitation récemment conclu entre les membres de l'OPEP et les pays extérieurs à l'organisation afin de consolider la remontée des prix. L'infatigable Gaël Mapassi. Les pays producteurs de pétrole ont annoncé samedi à Vienne un nouvel accord de réduction de la production, associant au pacte de limitation récemment conclu entre les membres de l'OPEP des pays extérieurs à l'organisation afin de consolider la remontée des prix. 11 pays producteurs, non membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, se sont engagés à diminuer leur production de 558 000 barils par jour. Un accord historique annoncé par le président du cartel et ministre qatarien Mohamed Saleh Al-Sada à l'issue d'une journée de réunion à Vienne. Nous sommes heureux d'annoncer qu'un accord historique a été trouvé. Les détails de l'accord, c'est que les pays non membres de l'OPEP participant aujourd'hui se sont engagés environ 558 milliers de barils pour être exact. Les pays producteurs de pétrole, membres de l'Organisation des pays exportateurs et non membres, sont parvenus à un accord de réduction de production en 2017 pour soutenir les prix. C'est le premier accord de ce type depuis 2001. Retour chez nous pour parler de sport. Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le ministre des Sports poursuit sa tournée d'inspection. Les stades devant abriter la compétition. Nicolas Sellé revient de Franceville, satisfait du niveau de réalisation des travaux. Les explications dans ce reportage. À l'instar d'autres localités devant abriter la grande compétition africaine de football au Gabon, le comité provincial du COCAN à Franceville a tenu à organiser cette journée qui a rassemblé les volontaires et tenu à l'occasion de l'organisation dans les tout prochains jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans notre pays. Nous avons fait un processus de sélection sur la base de 2000 candidats. Nous avons retenu 400 jeunes. Ce processus de sélection étant terminé, nous avons le devoir, nous, organisation, de pouvoir leur donner, recadrer les missions. C'est pour ça qu'on organise cette journée, qui est une journée en fait de formation, de telle sorte qu'ils puissent avoir déjà cette niaque, cette volonté de réussir. Cette journée qui a coïncidé avec la visite de Madame la ministre des Sports dans les différents chantiers des infrastructures retenus pour la CAN 2017 a été une occasion pour le membre du gouvernement d'apprécier les travaux de réhabilitation du stade de Franceville. Après, pas gentil au Yam, il fallait bien que je vienne à Franceville, même si je sais que Franceville, il n'y a pas grand chose à refaire. On avait un souci de pelouse où il y avait une stagnation des eaux, mais je crois que ça a été réglé. C'est pour vous dire que Franceville est fin prêt. La volonté politique est d'accueillir la CAN. Nous allons accueillir la CAN. Nous ne sommes plus à penser que nous n'allons pas accueillir la CAN. C'est fini, c'est fin prêt. La CAN, c'est déjà demain. Maintenant, il va falloir demander aux jeunes de Togoué de se mobiliser pour que les stades soient pleins, pour qu'il y ait une vie dans la ville, qu'on sente que nous vivrons déjà au jour de la CAN. Au vu des efforts inlassables consentis par les plus hautes autorités de notre pays, mais aussi de la volonté manifestée par les différentes commissions mises en place, la grande fête africaine du ballon rond connaîtra sans nul doute un franc succès au Gabon. Le sport, c'est aussi à Madagascar qui accueille les mondiaux sportifs. Il s'agit de pétanque sur la grande île, ainsi que vous allez le voir. La compétition se déroule si bien que nos reporters, nos confrères de l'AFP nous le rapportent. Il n'est pas encore midi un lundi matin, mais les amateurs de pétanque ont déjà investi les terrains de fortune d'Antananarive. Et la capitale de Madagascar n'est pas une exception. Ce sport, hérité de la colonisation française, a conquis toute l'île. Les plus enragés se retrouvent tous les jours au club bouliste de Tana. J'ai joué la première fois à la pétanque dans l'armée française. Il n'y avait que 2 boules pour jouer. Puis j'ai acheté ma première paire de boules en 68. Et j'ai joué, j'ai gagné quelques trophées à l'université. En 1999, Madagascar remporte le championnat du monde. La pétanque devient alors un immense phénomène populaire. Depuis, des tournois sont régulièrement organisés, amateurs et professionnels. Même s'il n'est pas toujours évident de se procurer l'équipement nécessaire. Ces dernières années, Madagascar n'a récolté que des titres de vice-champion. Au club bouliste, on accuse la corruption. On parle de finales vendues pour quelques milliers d'euros aux adversaires. Des sommes astronomiques dans un pays où le salaire moyen n'atteint pas les 50 € par mois. Mais cette fois, les mondiaux ont lieu à domicile. La fédération a voulu se montrer au-dessus de tout soupçon. Il y a toujours des gens mal intentionnés pour troubler, pour emmerder les 4 joueurs. Donc pour nous, le seul moyen déjà c'est de les isoler. On a un lieu
qu'on ne peut pas les atteindre, on bloque leur téléphone, on impose les disciplines, ils ne peuvent plus pas communiquer avec leur famille même, ils ne font pas de Facebook, tout. Est-ce grâce à ce huis clos forcé ou simplement le fruit de leur talent? L'équipe malgache a écrasé tous ses adversaires pour reprendre sa couronne. Les foules de la Grande Île n'ont pas fini de se passionner pour les boules. Ainsi se referme ce journal. Voici les titres qui l'ont constitué en rappel. On a parlé donc de la fin du salon Made in Gabon à Libreville, cette fois commercial qui s'est tenu sur 2 jours dans le hall de Gabon Télévision. Et dans ce journal, nous avons mis un focus sur Dominique Ballet, une compatriote qui développe des produits qui marchent à l'énergie solaire. Et vous venez de le voir, plusieurs attentats sur le continent, l'Égypte, la Somalie, le Kenya et le Nigeria ont été secoués ce dimanche par des bombes meurtrières. Dans ce journal, des réactions d'indignation et de compassion à travers le monde, dont celle du président Ali Bongo Ondimba. Et puis vous venez de voir aussi en image, dernière ligne droite pour les préparatifs de la CAN 2017. Le ministre en charge des sports, Nicolas Sellé, boucle la première phase d'inspection des stades. Elle rentre visiblement satisfaite du niveau d'avancement des infrastructures sportives visitées. Merci à vous qui nous avez suivis à travers l'Afrique et particulièrement au Gabon. L'information continue sur Gabon 24.